remettre notre enquête pour la troisième partie de Mirador Talibé. À présent, on s'intéresse à ces décisions, ces sanctions qui tombent du côté de Sigiri et Mandiana. Hier soir, après le préfet, le colonel Fodessouma et les directeurs préfectoraux des mines de Mandiana et de Sigiri, 6 sous-préfets ont été dégommés, Talibé. Oui, le coup de balai du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a donc ôté de leurs fonctions 6 responsables administrateurs territoriaux des préfectures de Sigiri et de Mandiana. Il s'agit Aboubakar, du sous-lieutenant Mouloukou Suleiman Kamara, sous-préfet de Doko, capitaine Salah Kamara, sous-préfet de Kintinya, lieutenant Lansine Mara, sous-préfet de Kourémalé, capitaine Mamadi Keta, sous-préfet de Tomboni, lieutenant Mbemba Bangoura, sous-préfet de Kondiana Koro, et 6, lieutenant Pierre Loa, sous-préfet de Dialakoro, donc des administrateurs territoriaux relevant de Sigiri et de Mandiana. Bien. On le sait. Et pour en parler, nous avons en direct sur Film FM et dans Mirador, M. Mori Kondé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Il est en direct. Bonjour, monsieur le ministre Mori Kondé. Monsieur le ministre, bonjour. Je ne sais pas si la liaison est établie entre le studio et le ministre Mori Kondé, que nous allons essayer de rappeler dans un coup d'instant. Talibé Bari, vous continuez votre récit. Oui, vous le savez, c'est un véritable coup de grisou qui s'abat sur les responsables territoriaux, les administrateurs territoriaux. On a vu le sort réservé au préfet de Sigiri qui a été limogé et finalement... en tout cas en détention du côté de Kankan. Ouais. Il s'agit de cette problématique d'exploitation artisanale d'or, et sauvage, exploitation illégale et sauvage, derrière laquelle se trouve en tout cas une société chinoise, ou en tout cas des Chinois. Ouais. Et à Kumba, nous lisait hier ici un document faisant état d'une sorte de marché de 200 millions auquel les autorités locales auraient souscrit avec ces Chinois pour une durée d'exploitation de 3 mois. Et on le sait, ces pratiques sont pour beaucoup dans la dégradation très poussée de l'environnement dans ces zones minières, ouais. Sigiri, Mandiana et autres. Donc il fallait absolument que le ministre de l'administration du territoire prenne ses responsabilités. On le sait, dans ce sillage, il avait déjà réquisitionner les forces armées pour limiter les dégâts de ce côté. Ouais. Donc la chute de ces 6 administrateurs territoriaux montre que, en tout cas, l'État a décidé d'aller en guerre contre cette problématique liée à l'exploitation artisanale et illégale et sauvage de l'or du côté de Sigiri. Oui, allez-y, Bassego. Sur le sujet. Ouais. Si le ministre Mori Kondé à l'écoute, qu'il veut bien donc répondre à l'appel de la régie. La dégradation de l'environnement s'est accentuée à un rythme assez inquiétant ces dernières années du côté de Sigiri et de Mandiana. Pour le cas de Kintinya, par exemple, j'en sais, je vous assure qu'il n'y a plus d'arbres là-bas, il n'y a plus d'arbres fruitiers. Je vous dis la vérité, c'est qu'après le départ de ces sociétés minières, c'est que je me demande si la vie... C'est la catastrophe. Oui, mais si la vie est possible ou pas dans ces localités. Et tout ça, c'est en complicité avec les commis de l'État, les préfets, les sous-préfets, qui ont accordé des permis, qui ont autorisé à des entreprises, à des sociétés, à des entreprises de s'installer dans la plus grande clandestinité, ouais. Et qui sont en train de dévaster l'environnement. Ce qui se passe, c'est que quand les entreprises là arrivent, ce qu'elles font, c'est qu'elles trouvent des pots de vin, ouais. Des dessous de table, donc on remet donc à des commis de l'État, ces sous-préfets, donc ils les autorisent tout, qui viennent, qui font l'exploitation de l'or en portant de graves atteintes à la sécurité des citoyens, ouais. Mais également à l'environnement. Donc les multiples interpellations des citoyens sur la dégradation de l'environnement et sur les atteintes graves liées à la sécurité ne sont pas prises en compte. Et puis il y a une sorte de protectionnisme également qui se passe à ce niveau-là. Il y a pas, le cahier de charge n'est pas respecté. Ouais. Il y a souvent, vous savez, dans ces localités également, il y a la recrudescence également des conflits où les populations s'insurgent contre ces sociétés minières-là. Donc ce sont toutes ces plaintes-là qui ont été remontées au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le ministre a compris que bien... Il a réquisitionné les forces de défense depuis le 22 novembre. De prendre ses responsabilités. Donc tous les communes de l'État qui sont cités
dans ces pratiques-là aujourd'hui ont été dégommées. Je pense que la mesure doit s'étendre à la préfecture de Dinguiraye, parce que là-bas aussi il y a des sociétés minières qui sont installées. Je vous assure que ce sont les mêmes pratiques qui se passent et les citoyens continuent de se plaindre. Je pense que l'anarchie doit s'arrêter en Guinée et le ministre Borikonde, nous devrons le soutenir, l'accompagner dans cette initiative. Bien, Koumba Diallo, l'État serait-il sur la bonne voie dans le cadre de cette croisade contre l'exploitation sauvage et illégale de l'or dans ces zones minières? Je pense que les coutumiers en sont pour grandes choses dans cette exploitation. Bien, Koumba, je suis obligé donc de t'interrompre. On va partir au stand pour nous adresser au ministre le plus concerné par cette problématique, celui-là même qui a réquisitionné récemment les forces de défense et de sécurité dans cette croisade contre l'exploitation illégale et sauvage de l'or à Sigri et à Madiana. Il est bien en direct, c'est bien le ministre Borikonde. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour Abakar, bonjour à tous les auditeurs de Film FM. Bienvenue sur notre antenne. Talibé Barry. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui explique le limogeage de ces 6 administrateurs territoriaux qui évoluent dans les préfectures de Sigiri et Mandiana? Oui, et comme vous le savez, il y a à peu près 10 jours, j'avais fait un communiqué à la RTG où j'ai déclaré avoir réquisitionné les forces de défense et de sécurité pour intervenir dans la zone de Sigiri et Mandiana afin de mettre hors d'état de nuire tous ces exploitants illégaux qui sont en train de détruire notre environnement, notre écosystème, mais exploitent aussi illégalement les ressources de ces 2 préfectures. Donc c'est à la suite de cela, ces agents de défense et de sécurité ont engagé la croisade dans les 2 préfectures. Ils ont mis main sur plusieurs machines pour craindre et ils continuent encore à récupérer d'autres que les individus ont cachés dans la brousse. Et le principe, il est clair. En attendant la finalisation des enquêtes, tout administrateur territorial, toute autorité locale ou une machine proclaime aurait travaillé dans sa localité sera purement et simplement démis de ses fonctions. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des gens soient représentants de l'État dans les circonscriptions territoriales et qu'il y ait n'importe quoi qu'ils n'agissent pas, même au moins un simple courrier pour informer leur hiérarchie n'ont pas fait et n'ont engagé aucune action pour lutter. Au contraire, certains auraient même favorisé ce travail. Donc, en attendant que la justice et les justices et les polices judiciaires nous finissent les enquêtes pour situer les responsabilités et nous donner les chefs d'inculpation, pour moi, c'est obligatoire, quelle que soit la personne, quel que soit le département ministériel concerné, quiconque est lié à cette affaire va purement et simplement quitter le bateau. Parce qu'on ne peut pas quand même se permettre de dire aux gens que le CNRD, le gouvernement est là pour la moralisation de la gestion publique et faire le laisser aller dans la gestion de nos ressources qui pourtant pouvaient contribuer au développement de ces différentes localités. Donc ils sont accusés, ces administrateurs territoriaux, ils sont accusés d'implication ou de... Ils sont tous accusés et ce n'est pas fini. Même aujourd'hui, d'autres aussi vont partir. Eh bien... Et si dans une collectivité, oui, même aujourd'hui, d'autres aussi iront. Si dans une collectivité... Là, c'est le langage militaire, là. Si des collectivités, des conseils communaux sont concernés, ils vont partir purement et simplement. Lui, c'est pour défendre les intérêts des citoyens, mais ce n'est pas pour faire ce qui se passe. Car j'étais dans la région de Kankan en tournée en début du mois de novembre, j'ai visité ces localités. J'ai cherché à comprendre. Je n'ai eu personne qui a eu le courage de me dire ce qui s'est passé. Pourquoi, quand je suis venu, j'ai préparé minutieusement cette opération uniquement avec le chef d'état-major général des armées pour pouvoir aller mettre main sur l'ensemble de ces machines et ces individus qui sont en train de détruire notre environnement. Lorsque vous survolez la zone de Sigiri aujourd'hui et Mandiana, vous vous rendrez compte qu'en plus même de l'exploitation illégale, l'utilisation de ces machines, il y a aussi des produits toxiques comme le mercure, la cyanure, sont utilisés dans ces mines. Aujourd'hui, les rivières à Sigiri et à Mandiana, l'eau n'est plus exploitable. Même pour les simples questions lessives, on ne peut pas le faire. Et ça se passait au vu et au su de toutes les autorités. Donc, quelle que soit la personne, vous avez remarqué que les directeurs préfectoraux des mines de Mandiana et de Sigiri sont partis. D'autres cadres qui seront liés à ça, il n'y aura rien comme hésitation, quelle que soit la personne qui est concernée, la personne s'ennuie, et ils vont répondre devant
la justice leur forfaiture. Bien, le ministre Mori Kondé, voilà, qui parle comme au sein de l'armée, voilà, Monsieur le ministre, quel que soit celui qui sera impliqué, partira. Oui, Monsieur le ministre, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe à Dinguiraye, puisqu'on apprend que le directeur préfectoral des mines sortant, après 26 ans de travail, n'a laissé que le cachet et la clé du bureau. Est-ce que vous êtes au courant également de ce qui se passe de ce côté? Parce qu'on apprend également que les sociétés minières qui sont installées là-bas continuent de dégrader l'environnement, d'après les informations qui nous ont été remontées par les citoyens de cette localité. Oui, au moment où je quittais la région de Kankan, comme je l'ai dit, c'est la région de Kankan que j'avais visitée. Et j'ai fait envoyer une mission mixte au niveau de la zone de Sigiri et même à Gawal pour aller aussi faire mes constatations. Et les équipes de défense, des forces de défense et de sécurité ont été également réquisitionnées pour la préfecture de Dinguiraye et de Gawal. Ouais. S'ils ne sont pas sur le terrain, ils doivent être sur le terrain cette journée pour aller aussi vérifier. Si toutefois nous voyons des... Donc la même opération, vous confirmez, va viser Gawal. Va viser Gawal et visera également Dinguiraye. Ouais. Il y a Kumba qui applaudit sur ce plateau ici. Kumba. Bien. Mais sauf que... Allez-y. Oui, vas-y. Non, je voulais dire simplement, vous révoquez les sous-préfets et vous laissez en paix les élus locaux, monsieur ou les préfets. Il a dit que les conseils... Mohamed Kaba, je pense que vous n'avez pas bien suivi ma communication. Vous savez, comme j'aime souvent répéter, tout ce que nous posons comme acte, on essaye de nous encadrer d'un arsenal juridique. Les sous-préfets sont nommés par arrêté du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Les élus locaux, qui sont les maires, ne peuvent être révoqués que suivant les dispositions énoncées dans les articles 100 et je crois 82 du Code des collectivités décentralisées. Donc, en attendant de prononcer leur dissolution, c'est un décret de monsieur le président de la transition qui peut le faire. Donc, pour pouvoir l'envoyer une décision de révocation de ces conseils communaux, je dois me rassurer de tout ce qui est juridique pour ne pas le faire signer quelque chose et qu'après, quelqu'un puisse dire le contraire ou attaquer devant un juge administratif. Bien. J'ai dit tout à l'heure que tout administrateur territorial, tous les administrateurs territoriaux ou conseils communaux qui seraient impliqués vont s'en aller. Cela va sans dire que les conseils communaux, leur exécutif, personne ne sera épargné. Mais nous avons l'obligation de mettre une certaine forme juridique pour ne pas, après que, en voulant protéger les intérêts des citoyens, qu'on ne puisse aussi se buter devant un juge administratif pour dire que la décision qui avait été prise n'était pas en conformité avec les textes. Bien. Mais je vous rassure que quelle que soit la personne civile ou militaire, qui serait impliquée ou qui a fait abstention et qui n'a pas intervenu, la personne sera mise hors d'état de nuire, il va répondre devant la justice. Bien, Akumba Diallo, des petites questions, monsieur le ministre, mais avant, j'aimerais avoir une clarification de votre part. Kouremale est-il une sous-préfecture? Kouremale fait partie des dernières sous-préfectures qui ont été créé par l'ancien régime. D'accord, parce que j'avais la confusion. Je crois que Kouremale relevait de Doko. Alors, est-ce que... Kouremale est une sous-préfecture. Sigiri a bien sous-préfecture à date. D'accord, c'est compris. Est-ce que vous prenez aussi en compte le pouvoir des autorités coutumières dans l'encouragement de l'exploitation illicite de l'or dans ces zones que vous visez, dans les zones dans lesquelles les sous-préfets ont été... À l'instant où je vous parle, dans Mandiana, nous avons les équipes ont procédé à la saisie de 4 machines Coquelin dans les mains d'un monsieur d'une nationalité étrangère qui était en complice avec des autorités coutumières. Et ce monsieur et ces autorités coutumières qui sont ses complices sont à présent tous dans les mains des forces de défense et de sécurité à Mandiana. Donc personne ne sera épargné. Même si ça crie, à Sigiri, monsieur le ministre, ça crie, apparemment, parce que les jeunes de Sigiri, monsieur le ministre, ils vivent de cette activité que vous êtes en train de leur enlever. Mais je vous rapporte ce qu'on reçoit comme message, ça bouillonne du côté de Sigiri, dans la ville de Sigiri, dans les sous-préfectures. Est-ce que vous entendez ces cris de cœur, monsieur le ministre? Aboubacar, oui. Comme vous me connaissez, je viens quand même du secteur de développement rural. Lorsque je suis arrivé, je suis différent de ces cadres ou bien de ces commis de l'État qui se contentent de rester dans les hôtels lorsqu'ils sont sur le terrain. J'ai été rencontrer la plupart des ceux qui
des imams, des leaders de femmes de Sigiri. Tous ont convergé en demandant, monsieur le ministre, le plus grand service que vous pouvez nous rendre est de mettre fin à l'exploitation illégale de l'or qui se passe aujourd'hui, qui est en train de détruire notre environnement, qui est en train de chouer nos rivières et nos cours d'eau. En fait, c'est vrai que moi j'ai agi en tant qu'autorité avec le pouvoir public, mais la demande est venue même de Sigiri. Lorsque j'ai été rencontrer le fils de Sigiri, il m'a dit, mon fils, j'ai une seule demande. Depuis votre arrivée à la tête de ce pays jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais appelé, je n'ai jamais demandé quelque chose. Ce que je vous demande, à votre retour, pour l'amour de Dieu, aidez-nous à débarrasser Sigiri de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une grande criminalité qui se passe avec l'exploitation illégale de l'or. Vous avez des centaines de machines qui ont été chassées au Mali, qui sont rentrées. Donc la demande vient, pour ceux qui disent que ça bouillonne aujourd'hui à Sigiri, c'est plutôt les personnes qui étaient les complices de ces exploitants illégaux qui estiment aujourd'hui que, oui, leur activité... Qui tirent les ficelles. Nous n'avons pas arrêté l'exploitation artisanale. Au contraire, l'exploitation artisanale est bien encadrée. Mais c'est l'exploitation sauvage-là qui n'est pas du tout... qui n'est plus autorisée. Légale, et qui n'est pas autorisée et qui détruit notre environnement. Bien. Monsieur le ministre, on va, avec votre permission, on va rester là pour nos obligations commerciales. Si vous l'acceptez bien, on va revenir vers vous dans la troisième partie de cette émission. Donc, on marque la pause. On revient dans quelques minutes pour continuer cette interview avec M. Mori Kondé, ministre de l'administration du territoire, la décentralisation. Nos invités également, les impactés de Swapiti, se préparent. Ils vont nous rejoindre sous les coups de 10h30. Rebonjour, monsieur le ministre. Bonjour, avocat. Bien. Monsieur le ministre, on va changer de sujet pour parler cette fois-ci du cas des agents communautaires de santé. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Oui, comme vous le savez, avant-hier, j'étais à la revue du programme d'appui au renforcement de la vaccination. Un programme financé par l'Alliance Gavi, à savoir OMS, UNICEF et les autres partenaires, et mis en œuvre par le programme élargi de vaccination sous la houlette du BHGP, c'est l'unité de gestion et d'appui au programme de santé, placé sous l'autorité du ministre de la Santé. Oui. En fait, au cours de cette rencontre, j'avais annoncé qu'à partir du mois de janvier, que les relais communautaires et les agents de santé communautaires devraient être pris en charge par les collectivités. En fait, ce que beaucoup de Guinéens ne savent pas, le Code des collectivités décentralisées en Guinée a transféré un certain nombre de compétences, dont l'exercice de la santé communautaire aux collectivités locales. Cela voudra dire que les postes de santé et les centres de santé, leur construction, leur équipement, leur entretien, le personnel qui doit travailler dedans relève des mairies et non de l'État central. Maintenant, il se trouve qu'en Guinée, depuis plus de 8 ans, nous sommes en train de présenter comme défi la prise en charge de ces relais communautaires. Maintenant, l'année dernière, en 2020, le ministère de la Santé et l'ensemble des partenaires avaient travaillé avec le ministère de la Décentralisation pour examiner le besoin en termes de relais communautaires pour l'ensemble des 362 collectivités du pays, donc pour l'ensemble de tout le pays. Oui. Ça s'est chiffré à 18 500 relais communautaires. Et comme vous savez, tous les pays membres de l'OMS ont pris l'engagement de faire la couverture sanitaire universelle. Cela voudra dire d'offrir les soins de santé primaires devant les ménages. Maintenant, aujourd'hui en Guinée, comme nous n'avons pas la possibilité de réaliser toutes les infrastructures, ce sont ces relais communautaires et ces gens de santé communautaire qui doivent être là dans les collectivités pour apporter les premiers soins aux citoyens. Une fois les premiers soins apportés aux citoyens, après, si les citoyens doivent se rendre maintenant dans les structures beaucoup plus élevées, ils s'y rendent. Maintenant, aujourd'hui, le problème qu'on a en Guinée, c'est qu'on a calqué la pyramide sanitaire de la Guinée sur le découpage administratif. C'est-à-dire qu'une sous-préfecture correspond à un centre de santé, une préfecture correspond à une direction préfectorale de la santé, un hôpital préfectoral, et une région correspond à une inspection régionale de la santé, un hôpital régional. Sauf que cela ne permet pas de faire l'équité dans la prestation des soins. Maintenant, pour pallier à cela, afin d'avoir l'équité, il faut déployer ces relais communautaires dans toutes les localités afin qu'ils puissent être là avec les gens de santé communautaire pour faire l'offre de soins. Parce que depuis plusieurs années, ce sont les partenaires qui appuient la prise en charge de ces relais. C'est pourquoi quand vous arrivez dans une communauté, on vous dit tel est relais communautaire de tel partenaire, tel est relais communautaire de tel partenaire. C'est pour éviter cela, au niveau du ministère de l'Enseignement territorial de la décentralisation, nous avons demandé au directeur général de l'ANAFIC
de réfléchir avec les collectivités. Comme déjà c'est une compétence transférée, qu'on puisse aussi transférer les ressources aux collectivités locales afin qu'elles-mêmes puissent recruter avec l'appui des directeurs préfectoraux de la santé, le recrutement des relais communautaires, leur formation et leur déploiement dans l'ensemble des villages de notre pays afin d'être plus présents pour rehausser non seulement les données de la vaccination, les données de lutte contre le VIH, le paludisme et toutes les autres pathologies. Ouais. Toutes les autres pathologies au niveau communautaire en attendant qu'on ne puisse régulariser la question des découpages sanitaires de notre pays. Très bien. Parce que pour le moment... C'est qu'il y a une bonne démarche d'ailleurs, monsieur le ministre. Ouais. Oui, le découpage sanitaire de notre pays est calqué sur l'administration territoriale. Pourtant, c'est une erreur. Lorsque je prends par exemple une localité tout bête comme Sangaredi, Sangaredi et ses districts ont une population qui est 2 fois supérieure par exemple à la population de Dubreka. Mais lorsque vous prenez la population de Dubreka, ils ont 8 centres de santé et un hôpital préfectoral. Sangaredi n'a qu'un seul centre de santé. Conséquence, à Dubreka, vous avez 8 médecins dans les 8 centres de santé. Vous avez plusieurs agents de santé communautaire, vous avez plusieurs relais communautaires, vous avez plusieurs ambulances, vous avez plusieurs agents de PEV. Le PEV, c'est la vaccination de routine dans les collectivités. Ouais. Vous verrez qu'au niveau de Sangaredi, vous n'avez qu'un seul médecin, vous n'avez qu'un seul centre de santé, il n'y a pas d'ambulance. Donc, en matière d'offre de soins, à Dubreka et à Sangaredi, il n'y a pas d'équité. Il n'y a pas d'équité. Ouais. Donc, pour pallier à cela, en attendant que nos politiques publiques en matière de santé et de décentralisation puissent s'adapter à notre réalité démographique, il est nécessaire de formaliser désormais la question des relais communautaires et des gens de santé communautaire afin que les collectivités puissent prendre en charge ceci directement. Ça va faciliter le travail du ministère de la Santé et des autres intervenants qui viennent appuyer notre pays dans le cadre de la couverture des soins de santé primaire à la base. Voilà qui est dit, monsieur Morikone, ministre, oui, de la... Sur cet aspect, monsieur le ministre, un profane peut estimer aussi qu'il n'y a pas d'équité en matière de disponibilité des infrastructures sanitaires entre même les communes de Conakry, Matoto. Sauf erreur de ma part, la commune de Matoto n'a pas un hôpital. Il n'y a pas de CMC à Matoto, alors que ça existe dans d'autres communes. Pourtant, Matoto est l'une des communes. C'est la plus grande. C'est la plus grande de Conakry. Oui, en fait, je n'ai pas voulu trop aller au fond de la question, parce que, bon, comme vous le savez, avant d'être ministre de la territoire, je suis quand même praticien de la santé, je suis médecin de santé publique. J'ai travaillé dedans. Jusqu'au dernier moment avant ma nomination, dans la santé publique. Avec l'ONG Agile. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez fait l'Israël. Voilà, il faut préciser avec l'ONG Agile. Mais bien sûr, c'est sa création, Mohamed. Oui, bien sûr, Mohamed. Bien. Okay. Parfait. Donc, qui parle d'iniquité dans la répartition, dans la fourniture des soins de santé, parle aussi des infrastructures. Comme vous le savez, dans le cadre de l'engagement de tous les pays pour la couverture sanitaire universelle, pour chaque 10 000 citoyens, normalement, on doit avoir un centre de santé. Pour chaque 10 000 citoyens, on doit avoir un centre de santé. Maintenant, aujourd'hui, vu que nous n'avons pas la possibilité de nous offrir ces infrastructures, c'est pourquoi il faudra mettre l'accent sur la prestation des soins dans les ménages. C'est pourquoi, d'ailleurs, les politiques publiques ont défini, dans le cadre de la politique nationale de la santé communautaire, pour chaque 650 citoyens, un relais communautaire. Pour chaque 10 relais communautaires, un agent de santé communautaire. Une fois qu'on aura réussi en Guinée, au moins, chaque citoyen sera suivi par un relais communautaire qui, dans le cadre de la prise en charge, lorsqu'il y a des pathologies, le relais informe rapidement l'agent de santé communautaire et progressivement jusqu'au niveau sommet de la pyramide sanitaire. En attendant qu'on ne puisse faire un redécoupage de notre système sanitaire suivant des districts. Un pays, par exemple, comme le Mali, où j'ai eu, par exemple, la chance de travailler pour certaines organisations, à Sikasso, par exemple, Sikasso, c'est une région, mais vous avez plusieurs districts sanitaires dans la même préfecture. Parce que les districts sanitaires sont faits sur la base de la démographie. Mais malheureusement, nous l'avons taillé sur la base du découpage préfectoral, sous-préfectoral. D'accord. Une très belle démarche, sincèrement. C'est pourquoi, avec le collègue du ministère de la Santé, j'ai pris l'engagement avant-hier que les collectivités désormais devront prendre en charge dans leur budget qui leur sont alloués les 18 500 relais communautaires. Quand vous voyez le montant, ce n'est pas un montant aussi élevé. Pour l'année 2023, dans la loi des finances initiales, il y a à peu près un montant de 1100 000 milliards qui sera mis à la disposition des collectivités. Lorsque vous prenez la prise en charge de ces 18 500 relais communautaires, ça avoisine à peu près les 89 milliards de francs guinéens. Donc ça ne fait même pas le 1% du budget que l'État transfère à ces collectivités. D'accord. Non, plutôt les 10%. 10% plutôt. Aujourd'hui,
vous avez remarqué, au niveau du ministère de l'Éducation, il y avait un gap de 10 000 enseignants à recruter. Nous avons travaillé avec le ministère de l'Éducation nationale. On a expliqué. Le Code des collectivités, en son article 29, place l'éducation élémentaire, l'enseignement élémentaire, primaire et secondaire comme compétence des collectivités locales. Nous avons donné cet enseignement pré-universitaire. De laisser la latitude aux collectivités, comme déjà c'est des compétences transférées, de recruter elles-mêmes et de formaliser les contrats avec les enseignants contractuels. Aujourd'hui, chaque collectivité a une mesure de vous dire voici les enseignants qui travaillent chez moi nuit et jour. Donc même en matière de contrôle, c'est facile. C'est d'ailleurs pourquoi, là où je vous parle, tout à l'heure quand je vais finir avec vous au téléphone, je suis au Conseil national de la transition. Il y a 2 mois, on avait introduit la loi sur la fonction publique locale. Je dois aussi aujourd'hui passer devant la commission des lois avec mes collègues pour venir défendre cette loi sur la fonction publique locale qui permettra à terme de formaliser désormais le recrutement de tous les agents placés dans le cadre des compétences transférées dans toutes les collectivités du pays. Et on aura une fonction publique locale différente de la fonction publique de l'État, comme dans tous les pays aujourd'hui, où la décentralisation est beaucoup avancée. Bien. Et les comités de services publics sont améliorés. Bien. Petite On appelle question. la rectification institutionnelle à la base. Petite question, monsieur le ministre, en parlant de la gestion de communes, on vous compare un peu à celui qui défend le climat, mais qui ne fait que défricher et qui ne replante pas. Il y a eu des conseils communaux qui ont été dissous. À quand la mise en place de délégations spéciales? Je te coupe tout de suite à combat. Je pense que j'ai répondu à cette question. Vous savez, notre pays a une sociologie assez particulière et nous avons hérité d'une situation politique très complexe dans ce pays. Dans la plupart des localités, qu'est-ce qui se passe? Nous avons reçu des listes de la plupart des collectivités, des propositions de délégations spéciales par l'intermédiaire des sous-préfets, des préfets et des gouverneurs. Mais moi, dans ma façon de travailler, j'ai l'obligation, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la première partie de l'émission, de toujours essayer de me faire entourer avec les collègues d'un minimum d'arsenal juridique pour ne pas demain être devant un juge administratif. Ouais. Parce qu'encore une fois, je le dis, lorsqu'on accepte d'être ministre ou lorsqu'on décide d'être ministre dans un pays ou aller chercher un poste ministériel, demain, après notre gestion, on doit s'attendre à être devant des cours et des tribunaux pour répondre de ce que nous avons posé comme acte. Je le dis souvent dans mes discussions. Je n'ai pas peur demain d'être devant les barreaux devant une juridiction. Mais de ce que j'ai peur, que je ne sois pas en mesure de défendre le pourquoi j'ai pris telle raison en faisant tel acte. C'est de ça que j'ai peur. Mais je n'ai pas peur de me retrouver devant une juridiction sur quoi que ce soit. Bien. Oui. Les collectivités ont été dissous pour mauvaise gestion et autres. Vous vous recondamnez si vous apprenez demain que la délégation spéciale de telle collectivité que j'ai mis en place aurait été recyclée par faute de vigilance de ma part lors de la signature de l'arrêté qui nomme les membres de la délégation spéciale. Donc, dans la plupart des localités aujourd'hui où ce n'est pas fait, il y a eu assez de ping-pong, assez de listes qui ont été reçues, des arrêtés ont été prises. À la dernière minute, on se rend compte que Alpha Mamadou, qui était membre du conseil communal, a enlevé Alpha sur son nom, il y a un Mamadou Diallo. Ou bien, Abouakar Akoumba Diallo, qui était membre du conseil communal de Koumbia, a enlevé Akoumba, il a mis Boubacar Diallo. Donc, il y a ces plus petits détails-là parfois même. Je vous donne un exemple. L'autre jour, la délégation spéciale de Mali, commune urbaine de Mali, devait être installée. Les gens étaient dans la salle. À la veille, c'est le préfet, le colonel Manson Sangala, qui m'a appelé pour dire que je viens de détecter quelque chose. Il y a quelqu'un qui a changé une partie de son nom, mais qui est de l'ancienne liste et qui a même fait exprès de ne pas être dans la salle. Donc si on installe, on ne peut plus revenir là-dessus. Donc on était obligé de suspendre l'installation et de reporter pour la liste. Donc, et de le poursuivre pour... Pourquoi ne pas le poursuivre? Faux usage de faux en écriture publique. En écriture publique, justement. Donc, mais c'est les détails sur lesquels, quand même, on ne peut pas tout le temps passer le temps pour communiquer. C'est ce qui fait le retard. Mais à date où je vous parle, plus quand même de 80% des collectivités où il y a eu la dissolution, les arrêtés ont été bien purifiés. On a élagué ce qu'il fallait élaguer. Ça a été envoyé au préfet. Ils ont commencé, je crois que pour Garambé, pour d'autres localités comme Kalan, ça s'est fait la semaine passée. Et cette semaine, il y a d'autres aussi qui sont en cours. Bien. Est-ce que d'autres dissolutions vont suivre, monsieur le ministre? Ce soir même. Ce soir même. Bien. Là, on a le scoop là. On va vous poser 2 petites questions sur le dialogue en cours. Allez-y, Mamadouri Basseko. D'abord, en termes d'opinion, si je dois donner mon opinion, je dirais que
il est positivement notable que votre fermeté concernant l'exploitation illégale et illicite de l'or du côté de Sigiri, dans la zone en tout cas, est à poursuivre. Et je crois que cela est attendu du côté aussi de Gawal et bien d'autres entités, endroits où il y a ces agissements contre la nature. Si tu parles de Gawal, il ne faut pas faire Akumba là-bas. Oui, Akumba même, il est favorable. Akumba, je suis favorable, je vous ai applaudi ici, là, mais Gawal ça traîne, hein, parce qu'il faut qu'on ait nos délégations spéciales. Bref, alors, la question que je pose, c'est en rapport avec l'OGE, parce que hier nous en parlions, je crois, ou avant-hier, nous avons appelé Dr Makale. La question c'est, dans la liste des thématiques qui doivent être abordées, il est dit que la question de l'OGE est mise dans le cadre des institutions donc nationales issues de la nouvelle Constitution. Donc elle a été sortie de la liste, la disposition préalable. Moi, la question que je pose, si le débat se fait autour de cela, est-ce que en réalité c'est une structure qui va être organiquement, qui restera organiquement sous la tutelle du ministère de l'administration du territoire qui va donc organiser les élections, ou est-ce que à la suite on aura une institution comme d'habitude qui sera distinctement construite du ministère et qui va se charger d'organiser les élections? Et puis je termine sur un sujet peut-être fait divers. Wouri, tu vas poser ta question. C'est une question banale. Bien. Allez-y. Allez-y, monsieur le ministre. Allez-y. Merci beaucoup, Wouri. Et comme vous me connaissez pour le franc-parler, et nous avons un dialogue qui est en cours dont les conditions de l'aboutissement de son organisation, vous avez tous suivi. Et ce que je vais vous dire là-dessus, on a mis dans les 10 points que nous avons présentés, au 9e point, l'installation des institutions, il est au 7e point je crois, en tout cas un des points, l'installation des institutions issues de la nouvelle constitution. Oui. Mais d'abord, ce que je vais vous dire, point. Quelle que soit la structure qui a géré les élections en Guinée, une structure n'a jamais été mise à 100% en place, c'est indépendante du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. La preuve, tous les cadres de la CENI, de Amara à Zaouroua, par les partis politiques qui désignent quelques commissaires, qui ne représentent même pas 10% de l'effectif de la CENI, tous les autres cadres sont des cadres du ministère de la décentralisation, de la direction nationale des affaires politiques et de l'administration électorale. Ça, c'est une précision. Maintenant, sur la question de l'OGE, les acteurs sont au dialogue. Nous avons bien voulu respecter notre parole donnée aux facilitatrices de les laisser conduire le processus du dialogue sans interférence aucune. Donc, je voudrais vraiment que vous acceptiez que je puisse me réserver de donner une réponse sur la question en attendant la conclusion qui vont sortir. Une fois la conclusion qui vont sortir, je vous donne mon point de vue. Oui, mais à date, est-ce que on s'en tient au décret qui a été pris le 31 décembre 2021 par le colonel Mamadi Doumbouya qui transfère toutes les compétences en matière d'organisation des élections au MATD, même le référendum. Est-ce que... Abakar, pour le moment, oui, jusqu'à la prise d'un acte contraire, d'un acte contraire, nous considérons que... c'est ce décret qui reste de mise. Alors, reste valable. En attendant, reste de mise. Un acte contraire. C'est pourquoi je dis, je préfère pour le moment qu'on laisse et que je laisse les commentaires là-dessus. Alors, j'imagine que c'est dans l'esprit de ce décret que... Subsidiairement, oui, on apprend que une délégation, en tout cas des experts de l'OIF et du ministère de l'administration du territoire sont en train de travailler sur un projet de loi concernant l'OGE. Est-ce que vous confirmez cela, monsieur le ministre? Talibé Barry. Oui, Talibé, pour qui connaît un peu le fonctionnement des organes au niveau de l'État, ce n'est pas au ministère de l'administration du territoire d'élaborer un projet de loi. C'est plutôt au Conseil national de la transition, on a des attributions assez distinctes. Nous pouvons travailler sur des éléments qui peuvent aider le Conseil national de la transition, mais nous n'avons pas vocation d'élaborer un projet de loi. Et hier, j'étais surpris quand on m'a interpellé sur la question, mais comme j'étais dans une réunion où je ne pouvais pas vous appeler pour intervenir là-dessus. Bien. Il y a des experts européens qui sont avec nous, que moi-même j'ai sollicité, parce qu'à un moment donné, si vous vous souvenez, dans une de vos émissions, vous m'avez dit que vous ne faites rien pour montrer votre volonté d'un retour à l'ordre constitutionnel. J'avais dit ce jour-là que ce que vous ne savez pas, à date, j'ai écrit à plusieurs partenaires pour l'assistance technique électorale. Donc ces experts qui sont là, c'est moi qui ai écrit à l'ambassadeur de France pour voir au niveau des institutions européennes quelle institution peut nous appuyer dans le cadre
de l'assistance technique dans le domaine de la logistique électorale. Vu que nous avons hérité d'une situation aujourd'hui, avant d'engager le gouvernement dans des dépenses, nous avons jugé nécessaire qu'il fallait se faire entourer d'experts pour appuyer nos cadres à travailler sur une évaluation en termes logistiques de l'existant, de ce qui peut être récupéré dans l'existant et ce qui ne peut pas l'être, et quels peuvent être les besoins pour le référendum, les élections locales, législatives et présidentielles. Donc cette mission est là dans ce cadre-là. Donc vous le faites en catimini sans les acteurs concernés. Qu'est-ce que vous appelez en catimini, mon maître? Les acteurs politiques ne sont pas concernés par votre démarche. Est-ce qu'ils sont au courant de cette démarche que vous menez en ce moment? Pour le moment, oui. Pour le moment, nous n'avons pas d'acteurs engagés dans une élection. On parle de processus électoral lorsqu'il y a des acteurs en liste. Est-ce que vous comprenez? Pour le moment, on n'a pas d'acteurs en liste. Nous avons une administration qui est en train de créer les conditions pour un processus électoral. Dans le cadre de la création de ces conditions, le MATR doit être en mesure de dire au gouvernement à peu près voici ce qu'on pourrait avoir besoin, quel que soit le scénario qui arriverait. C'est ce travail-là qui est en cours. Et il y a une communication officielle là-dessus. Maintenant, c'est lorsque le référendum ou les élections locales, nous allons commencer le processus. Bien. On va aller vite. Je vais poser ma question. On parle en ce moment d'acteurs. Oui, allez-y. Aboubacar, pour terminer. Les deux dernières questions. Ça n'a rien à voir avec les élections, encore moins de l'administration du territoire. En fait, il s'agit d'une photo qui circule et qui est devenue virale sur la toile en lien avec la construction d'une villa de luxe. À Cancan. Donc, dont la propriété vous est donc attribuée. La question c'est, est-ce vrai ou pas? Deuxièmement, j'ai appris des sources que vous avez déjà procédé à la déclaration de vos biens, que vous aviez déjà bien avant le pouvoir de Mamadi et que vous avez eu via bien entendu vos activités dans le monde des ONG. Qu'en est-il? Bon, vous savez, souvent je n'aime pas répondre les questions personnelles parce que pour moi, lorsqu'on est un homme d'État, on doit accepter qu'on vous vilipende, on doit accepter que les gens racontent les choses. Ce qui est malheureux dans ce pays, c'est que n'importe qui peut se lever le matin pour raconter n'importe quoi sur quelqu'un sans le connaître. Pour ceux qui savent qui était Mori Kondé avant le 5 septembre, savent quand même en termes de patrimoine immobilier, je ne dirais pas que je suis le premier parmi les jeunes qui ont décidé d'investir beaucoup dans l'immobilier, mais quand vous citez ces Guinéens-là, je ferai partie, et je le dis sans aucune modestie. Ceux qui me connaissent le savent. Je n'ai pas besoin d'étaler ça ici, mais les personnes qui sont en train de se livrer dire qu'il a construit une villa à ceci, à cela, je pense que ce n'est pas important. Bien. Le 5 septembre, après la prise du pouvoir par le CNRD, avant même ma nomination, j'ai fait la liste de tout ce que je dispose comme bien immobilier. Bien en termes de moins roulant, tout ce dont je dispose. Je ne dirais pas... En fait, vouloir parler, c'est comme un peu... Ouais, dites-nous-en. Vous avez combien d'immeubles? Est-ce que vous avez fait une déclaration de votre patrimoine en bonne et due forme? C'est la question. J'ai fait la liste de mes biens et j'ai transmis acquis de droit. Bien. Le jour de ma nomination, j'avais deux industries. Donc, l'une des industries était arrêt momentanément à cause du manque de matières premières qu'on avait du côté de la Chine par rapport au Covid. Ces deux industries, le jour de ma nomination, j'ai rempli une fiche de conflit pour éviter les conflits de compétences, pour déclarer que telle usine m'appartient, et emploie un seul nombre de personnes. Vous allez me donner une semaine afin que je puisse faire un processus de légation à une autre personne afin d'éviter tout conflit de compétences. Parce que l'industrie en question paye des taxes assez élevées à la Caisse nationale de sécurité sociale, à la douane dans le cadre de ses importations. Je pense que ce débat n'a pas lieu d'être parce que ceux qui me connaissent quand même savent ce que je représentais, ce que j'avais. N'oubliez pas votre V6 aussi avant le pouvoir. Bien, Mamadou Ouri. On va lui adresser la dernière question, parce qu'on est fortement bousculé par le temps. Nos invités de Swapiti nous attendent. Monsieur Kondé, comment vous voyez l'aboutissement de ces pourparlers interguinéens, ça, le trio composé de l'ANAD, du FNDC politique et du RPG Arc-en-Ciel, en tout cas, qui ont du mal encore à rejoindre ce cadre parce qu'ils disent que les préalables qu'ils ont posés n'ont pas été pris en compte par le Premier ministre chef du gouvernement. En une minute, monsieur le ministre, s'il vous plaît. Comme je vous disais, le dialogue est en cours. C'est les Guinéens qui sont réunis là-bas pour discuter des problèmes de la Guinée pour un retour à l'ordre constitutionnel normal. Et ceux qui ne sont pas venus sont également des Guinéens.
le Premier ministre et moi et nos équipes, nous continuons à travailler afin de faire comprendre à ces frères guinéens qui ne sont pas autour de la table, de venir autour de la table parce que c'est seulement... Mais qu'est-ce que vous les proposez? Qu'est-ce que vous les proposez? Parce qu'ils ont posé quand même des préalables et aucun de ces préalables n'a été pris en compte. Bon, c'est vous qui le dites, mais nous pensons, écoutez, nous pensons qu'on est beaucoup avancé dans les discussions avec ces acteurs et nous estimons que très prochainement, il reviendra à de meilleurs sentiments et nous serons avec eux. Monsieur le ministre, est-il vrai que M. Selou Daleng et Sidia devraient prendre l'avion bientôt pour Conakry? Est-il vrai cela? Bon, je ne peux pas vous confirmer ou vous informer parce que je ne suis pas quand même le protocole de ces deux. Bien, on apprend qu'il est-ce que vous n'avez pas négocié qu'il revienne avant la fin du mois de décembre? Qu'il pourrait assister à la clôture de ce dialogue et qu'il pourrait être dans le même avion que le médiateur le 15 décembre prochain. Voilà, c'est à vérifier. C'est à vérifier. Il ne reste plus qu'à vous dire grand merci. Merci beaucoup, merci vraiment. Bien, grand merci à vous, monsieur le ministre. Merci pour votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à nos nombreuses questions ce vendredi. Mirado continue.